Bienvenue à Lecture en Crous pour ce deuxième épisode, chapitre 2 du Mexicain. L'heure décisive approchait. Le sort de la Révolution dépendait de la junte, mais celle-ci traversait une situation vraiment critique. Le besoin d'argent se faisait pressant. Or, il n'avait jamais été aussi difficile de se procurer des fonds. Les patriotes avaient donné jusqu'à leur dernier sou et ne pouvaient faire davantage. Des équipes d'ouvriers, peons fugitifs venant du Mexique, avaient offert la moitié de leur maigre salaire. Mais d'autres sacrifices étaient nécessaires, il fallait davantage. Les longues années de travail souterrain, patient, le labeur pénible et ingrat des intrigues et complots dont il fallait sans cesse renouer les fils, allaient enfin porter leurs fruits. Le dénouement était imminent. Le destin de la Révolution était dans la balance. Il suffisait encore d'une légère poussée, d'un ultime et héroïque effort pour la faire pencher vers la victoire. Ils connaissaient leur Mexique. Une fois déclenchée, la Révolution se déroulerait toute seule. Tout le système Diaz s'abattrait comme un château de cartes. La frontière était prête à se soulever. Un Yankee à la tête d'une centaine d'hommes des IWW n'attendait qu'un ordre pour la franchir et entreprendre la conquête de la Basse-Californie. Mais il manquait de fusils. Il en fallait aussi à tous les membres affiliés à la junte de Los Angeles jusqu'à l'Atlantique, à tous ceux qui s'étaient joints à eux, les aventuriers, les soldats de fortune, les bandits, les syndiqués américains en rupture de banc, les renégats, les socialistes, les anarchistes, les exilés mexicains, les peons en fuite, les mineurs chassés à coups de fouet des parcs à bœufs de Cœur d'Haleine et du Colorado qui réclamaient vengeance. Toute cette canaille que rejette le monde moderne si follement compliqué. Tous clamaient qu'ils voulaient des fusils, des munitions. Des fusils, des munitions! C'était le cri éternel, incessant. Une fois cette masse d'individus lancés de l'autre côté de la frontière, la révolution serait en marche. La douane, les ports d'accès du nord seraient pris. Diaz n'oserait pas opposer le poids de ses armées, car il lui fallait tenir le sud. Et pourtant, l'incendie gagnerait aussi le sud. Le peuple se soulèverait, les villes se rendraient, les États s'écrouleraient les uns après les autres, et en fin de compte, de tous côtés, les armées victorieuses de la Révolution viendraient s'abattre sur la ville de Mexico, le dernier bastion de Diaz. Mais où trouver l'argent? Ils avaient les hommes, impatients d'agir, prêts à faire cracher les fusils. Ils connaissaient les trafiquants qui leur vendraient et leur livraient les armes. Mais préparer la Révolution avait épuisé les ressources de la junte. Le dernier dollar avait été dépensé. Il n'y avait pas un patriote qui ne fût pressuré jusqu'à son dernier sou. Le sort de la grande aventure oscillait toujours dans la balance. Des armes et des munitions. Il fallait armer les bataillons de la faim et de la misère. Mais comment? Ramos se lamentait, pleurant ses propriétés confisquées. Alieno gémissait sur sa jeunesse gaspillée. Maestebi se disait que les choses se seraient déroulées autrement si la junte avait été plus économe dans le passé. Et dire que la liberté du Mexique tient à quelques milliers de dollars de plus, s'écria Paulino Vera. Le découragement se lisait sur leurs traits. José Amarillo, leur dernier espoir, un membre récent qui leur avait promis de l'argent, venait d'être appréhendé dans son hacienda de Chihuahua et avait été fusillé contre le mur de son écurie. La nouvelle venait juste de leur parvenir. Rivera, à genoux, frottait le plancher. À cette annonce, il leva les yeux, la brosse en l'air, le bras nu, barbouillé de savon et d'eau sale. Il demanda « Est-ce que 5000 dollars ferait l'affaire ?» Ils le regardèrent stupéfaits. Vera fit un signe affirmatif, trop suffoqué pour parler, mais pénétré aussitôt d'une vaste foi. « Commandez les fusils, » dit Rivera, prononçant le plus long discours jamais sorti de sa bouche. « Le temps presse. D'ici 3 semaines, je vous apporterai les 5000 dollars. Ça ira, vous verrez. La température sera un peu plus chaude pour les combattants, c'est tout. Je ne peux rien faire de mieux. » Vera, malgré tout, éprouvait certains doutes. Trop d'espoir avait été réduit à néant depuis son adhésion au Parti révolutionnaire. Il avait confiance en ce petit déguenillé, mais il n'osait trop y croire. « Tu es fou, dit-il. D'ici 3 semaines, vous verrez, dit Rivera. Commandez toujours les fusils. » Il se releva, rabattit les manches de sa chemise et enfila sa veste. « Commandez les fusils, je vous dis. Maintenant, il faut que j'y aille. » Ce chapitre fut court, alors je vous en dis un peu plus sur la vie de Jack London. Jack London nourrira ses romans et ses nouvelles. Il traversa l'océan Pacifique comme matelot. Il parcourut les États-Unis en train, clandestinement, avec d'autres vagabonds, en échappant aux vigiles et à la police. Il participe à la ruée vers l'or dans le Grand Nord.
Devenu socialiste révolutionnaire, il rédige des tracts et des manifestes. Autodidacte, récusant la superficialité et le conformisme des écoles et de l'université. Or, il ne tient pas un semestre à l'université de Berkeley. Il est boulimique de littérature glanée dans les bibliothèques municipales et d'échanges avec les syndicalistes et les militants. Son expérience de la misère, de la violence, de la solidarité suscite en lui la volonté de transcender la condition des opprimés sans renier sa classe d'origine. Dans toute son œuvre, Jack London décrit la lutte entre ceux qui se battent contre l'ennemi de classe et ceux qui veulent collaborer. Même son plus grand succès commercial, L'Appel de la forêt, 1902, qui passe souvent par une histoire de chien-loup destinée aux enfants, aborde la question de la conscience politique. Le roman est une allégorie de la révolte des exploités. Il s'agit à travers les aventures de Buck, chien appartenant à une famille bourgeoise, volé et vendu dans le Knockwdike pour être attelé à un traîneau, de soumission à l'autorité, de lutte contre celle-ci, d'opposition entre résignation et révolte, enfin, de prise de conscience des moyens de se libérer des maîtres. Grâce à son talent et à sa détermination, London devient un auteur reconnu dès l'âge de 25 ans. À la même époque, il est désigné comme candidat du Parti socialiste pour le poste de maire de la ville d'Auckland. Le mouvement socialiste, alors révolutionnaire, récuse l'individualisme égoïste, l'exploitation et la domination. Dans ce contexte, London s'engage là où il pense être le plus efficace. Ses succès d'écrivain servent le mouvement. Il admire Eugene Debs, syndicaliste, et Daniel de Leon, fondateur du Socialisme Labour Party, un brillant intellectuel. Dès la création en 1905 des Industrial Workers of the World, les fameux IWW, London adhère au syndicat révolutionnaire. Durant toute sa vie, il prête sa plume à la cause, donne des conférences et parcourt le monde comme journaliste engagé. Jack London meurt en 1916, à l'âge de 40 ans. Son œuvre intense a été produite dans un bref laps de temps. Il n'a jamais dissocié sa vie privée de son militantisme et de sa production littéraire. Il est l'auteur de 19 romans, 8 essais et près de 150 nouvelles inspirées par le besoin de comprendre les systèmes de domination, et construit autant de thèmes de la liberté, de l'égalité et de la solidarité avec une sensibilité aiguë, tant émotionnelle que philosophique. Le Loup des mers, Le Talon de fer et Martin Eden, respectivement 1904, 1908 et 1909, illustrent parfaitement le débat sur l'individu et sur ses responsabilités sociales. La question de la conscience politique est au cœur des 3 ouvrages. London montre la complexité du devoir de devenir social en créant des personnages et des situations dans lesquelles la relation entre les sentiments, les idées et l'appartenance à une classe sont en évolution constante. Et cela, son travail littéraire dépasse largement le naturalisme d'un Émile Zola ou d'un Frank Norris. Ce qui est remarquable et parfois déroutant ou trompeur dans sa fiction, c'est la facilité avec laquelle il applique ou développe les grands thèmes philosophiques, la lutte des classes de Marx, la sélection naturelle de Darwin, ainsi que son application au monde social par Herbert Spencer, le darwinisme social ou la notion du surhomme de Friedrich Nietzsche. London n'est pas un théoricien, mais il avait le don de pousser en quelque sorte des théories jusqu'au bout. Dans son premier roman, La fille des neiges, 1899, il critique le darwinisme social en montrant que ceux qui semblent être inférieurs, malgré entre guillemets leur race ou ethnicité, sont souvent les meilleurs. Dans Le Talon de fer, le conflit des intérêts irréconciliables entre prolétariat et oligarques menait à l'instauration d'un régime capitaliste totalitaire qui précède la Révolution. Dans le Loup de mer, il suggère qu'un homme, malgré une intelligence et une force bien au-dessus de l'ordinaire, ne peut vivre sans les autres. Avec Martin Eden, il décrit sans complaisance les engagements et les contradictions sociales et psychologiques d'un intellectuel artiste issu de la classe ouvrière. Selon lui, l'individualisme et l'ambition peuvent gâcher une vie, même si l'individu est armé d'une conscience politique progressiste. Les personnages de London sont les produits de maintes influences sociales, familiales et conjoncturelles, ce qui disqualifie tout déterminisme. Dire qu'un individu pense ou se comporte d'une manière particulière parce qu'il est d'origine prolétaire ou bourgeoise est une simplification inacceptable. De telles origines conditionnent certes, mais ne déterminent pas le destin des êtres humains. Les relations, les rencontres combinées aux autres événements vécus peuvent expliquer les chemins empruntés et le développement des caractères. À bientôt pour un nouvel épisode de Lecture en Crous.